Imagine un instant la scène. Tu es l'incarnation même du père de famille américain. Ouais, le symbole absolu de la morale, quoi. C'est ça, la patience incarnée, le visage hyper rassurant vers lequel des millions de personnes se tournent chaque semaine pour trouver un peu de chaleur, des leçons de vie. Le bon vieux Charles Ingalls. Exactement. Et pourtant, en coulisses, dans un accès de rage et de besoin de contrôle absolu, tu décides de faire littéralement exploser à la dynamite les décors de ta propre série télé. Ah ouais, la dynamite. Juste pour s'assurer que personne d'autre puisse jamais s'en servir après son départ. C'est un contraste qui donne complètement le vertige. Bah oui, c'est fou. D'un côté, t'as le patrioche parfait avec son sourire bienveillant, et de l'autre, une réalité marquée par des scandales, des humiliations sur les plateaux, et une fin de vie précipitée et vraiment tragique. Et c'est exactement pour ça qu'aujourd'hui, notre exploration en profondeur de nos sources va nous emmener très loin des prairies ensoleillées. On va dire au revoir à Walnut Grove pour un moment. Voilà. Alors pour ceux qui nous écoutent, on s'appuie sur pas mal de choses aujourd'hui. Des transcriptions de documentaires, des biographies super fouillées, des archives médiatiques de l'époque. Et aussi des témoignages vraiment poignants de ses propres enfants, notamment via le réseau d'action contre le cancer du pancréas. Tout à fait. Et la mission de cette analyse, c'est pas juste de lister les succès d'une star de la télé. On va regarder comment un traumatisme d'enfance, une violence inouïe, a pu servir de carburant en fait. Un carburant pour bâtir un véritable empire de la rédemption à l'écran. Ouais, tout en détruisant l'homme à petit feu dans la vraie vie. On parle bien sûr de celui que le monde connaissait sous le nom de Michael Landon. Mais au comprendre la mécanique de Michael Landon, il faut surtout pas commencer par Hollywood. Ah non, pas du tout. Il faut remonter vraiment à la source de ce besoin viscéral de fabriquer une famille parfaite. Faut retourner dans le Queens, à New York. On est à la fin des années 30, c'est ça? C'est ça, fin des années 30. Là où naît un petit garçon qui s'appelle pas du tout Michael. Il s'appelle Eugene Maurice Horowitz. Eugene Horowitz. Et dès le départ, ce petit Eugène, il hérite d'une situation familiale pour le moins, disons, très compliquée. Ouais, les fondations de son isolement sont posées super tôt. Son père, Eli, c'est un publiciste de cinéma d'origine juive. D'accord. Et sa mère, Pebby, c'est une ancienne actrice catholique irlandaise. Et la famille déménage assez vite à Collingswood, dans le New Jersey. Une ville ouvrière très protestante dans les années 40 et 50. Exactement. Donc, être le fruit d'un mariage interreligieux, porter le nom d'Horowitz là-bas, c'était avoir une cible dessinée dans le dos. J'imagine, ouais. Eugène subit un antisémitisme brutal. Des insultes, des brimades constantes dans le quartier. Sauf que, et c'est là que ça devient glaçant, nos sources révèlent que la violence de la cour de récré, c'était rien comparé au champ de mine psychologique qui l'attendait à la maison. L'enfer était à l'intérieur. C'est ça. Sa mère, Peggy, elle souffrait pas juste d'un petit coup de mou ou d'une simple mélancolie, elle avait des troubles psychiatriques profonds. Probablement une dépression majeure sévère et non diagnostiquée à l'époque. Ouais. Et elle utilisait la menace de son propre suicide de manière hyper théâtrale, comme une arme de manipulation contre son mari et surtout contre son fils. Et d'ailleurs, l'un des récits les plus traumatisants qu'on a dans nos sources, ça vient de la propre fille de l'acteur, Cheryl. Elle raconte un incident pendant des vacances à la plage. Eugène a quoi, 10 ans à ce moment-là? Il a 10 ans, la famille est sur le sable, et d'un coup, sans un mot, sa mère se lève, elle marche direct vers l'océan, et elle s'enfonce dans les vagues avec vraiment la volonté de se noyer. Attends, un enfant de 10 ans, et d'après ce que j'ai lu, il savait quasiment pas nager, non? Il maîtrisait pas du tout la nage. Mais face à sa mère qui disparaît sous l'eau, il n'a pas le choix, quoi. Oh là là. Il se précipite, il boit la tasse, il lutte de toutes ses forces, et par on ne sait quel miracle d'adrénaline, il arrive à l'agripper et à la traîner jusqu'au rivage. C'est dingue. À 10 ans, il sauve la vie de sa mère. Il porte littéralement son existence sur ses petites épaules d'enfant. Et à partir de ce jour-là, la peur devient son état naturel. Rentrer de l'école, c'était plus pour jouer, c'était une angoisse absolue. Il se demandait s'il allait la retrouver pendue ou empoisonnée en ouvrant la porte. C'est exactement ça. Je suis fascinée par l'impact de ce genre de truc sur un cerveau en plein développement. C'est comme si cet enfant, c'était un petit architecte qui vivait en permanence dans une zone sismique. Belle analogie, ouais. Sa vraie maison, sa structure familiale, elle s'effondre tout le temps à cause de la maladie de sa mère. Donc, pour pas imploser, pour pas devenir fou, il dessine les plans d'une maison parfaite et indestructible dans sa tête. Il se réfugie dans son imagination. Voilà, les BD, les prières. Et le détail atroce, c'est qu'il priait pas pour avoir des jouets. Il priait désespérément pour que sa mère arrête d'essayer de se tuer. Et le pire, c'est comment cette mère récompensait le gamin qui l'a sauvé, par la pire humiliation possible. Ah oui, l'histoire des draps. Ouais.
Avec le stress chronique, Eugène souffrait d'énurésie nocturne. Il mouillait son lit, ce qui est une réaction physiologique classique pour un enfant terrorisé. Une mère normale aurait essayé de le rassurer. Peggy, elle prenait les draps souillés d'urine et elle les accrochait délibérément à la fenêtre de sa chambre, Mais c'est d'une cruauté. bien en vue de la rue, pour que tous ses camarades de classe qui passaient par là puissent se moquer de lui. C'est littéralement de la torture psychologique méthodique. On prend un enfant déjà ostracisé et on l'humilie publiquement dans son seul petit sanctuaire. Et c'est ce qui permet de répondre au grand pourquoi. Pourquoi un homme avec un tel bagage de souffrance est devenu l'apôtre mondial des valeurs familiales à la télé? Parce que ça a créé un besoin de contrôle. Exactement. Ce traumatisme continu n'a pas juste créé de l'empathie, ça a forgé un besoin obsessionnel de contrôle. Il a passé sa vie à tenter de fabriquer l'exact opposé du chaos qu'il avait connu. Sauf qu'avant de fabriquer cette illusion à l'écran, il fallait s'échapper physiquement du New Jersey. Et c'est là que le corps prend le relais. Il découvre le sport, l'athlétisme. Et il n'est pas juste bon. Il devient une machine. Il se spécialise dans le lancer du javelot. Et canalise toute sa rage là-dedans. Toute sa rage, son impuissance, dans cet effort explosif. Il finit par établir un record national pour les lycéens américains, avec un lancer de près de 59 mètres. Attends, 59 mètres pour un lycéen dans les années 50. Mais il avait le niveau pour les Jeux Olympiques, en fait. C'était clairement la trajectoire. Ça lui offre une bourse sportive pour l'USC, l'Université de Californie du Sud. Le fameux billet de sortie. Voilà. Il traverse le pays, il arrive à Los Angeles. Mais dès la première année, le sort s'acharne. Il se déchire gravement les ligaments de l'épaule. Oh non! Fin de l'histoire. Le javelot tombe à l'eau, les JO s'envolent et l'université lui retire sa bourse. Donc il se retrouve bloqué à Los Angeles, sans un sou, avec pour seul bagage les traumatismes de son enfance. Et d'après nos sources, il enchaîne des petits boulots de survie pure et simple. Il décharge des wagons, il vend des couvertures. Jusqu'au coup de chance improbable. Le truc qu'arrive qu'à Hollywood. Il aide un collègue d'entrepôt pour préparer une audition. Et c'est lui qui se fait repérer, c'est ça? Exact. Le collègue fait un four total, mais les directeurs de casting remarquent l'intensité de gêne qui lui donnait la réplique. Ah, c'est génial. Du coup, il prend un job de pompiste juste en face des studios Warner Bros. Et un jour, un agent artistique, Bob Raison, s'arrête pour faire le plein. Le cliché parfait. Il voit ce garçon avec une mâchoire carrée et il lui demande direct s'il a déjà envisagé d'être acteur. Mais avec une condition non négociable. Il fallait changer de nom. Eugène Horowitz, ça faisait pas rêver sur une affiche. Et la légende dit qu'il est allé dans une cabine téléphonique, il a pris l'annuaire de Los Angeles, a fermé les yeux et a pointé son doigt au hasard. Et le doigt est tombé sur Michael Landon. Un nom bien fluide, bien lisse, profondément américain. C'est fascinant comme détail. C'est pas juste une anecdote amusante pour moi. Ouvrir un annuaire pour se rebaptiser, c'est vraiment l'effacement total de ses racines. C'est un acte d'autodéfense absolue. Tuer l'enfant intérieur, en gros. Mais oui, le meurtre symbolique de l'enfant terrorisé est moqué. Eugène devait mourir pour que Michael Landon, ce héros invulnérable, puisse naître. Et cette volonté de tuer la vulnérabilité va s'étendre très vite à sa carrière. Bon, ses débuts sont modestes. Un film d'horreur de série B en 57, I Was a Teenage Werewolf. J'adore l'ironie. Il joue un ado torturé, plein de rage, qui devient un loup-garou. C'est ça. Mais le séisme arrive à 22 ans. Il décroche le rôle de Little Joe Cartwright dans Bonanza. Une des premières séries en couleur, un succès phénoménal. Et il y a un petit détail fou dans nos notes, il commençait déjà à teindre ses cheveux à cette époque. Ouais, il grisonnait déjà fort à 20 ans. Voilà. Il utilisait la teinture Clairol Ash Brown pour garder l'illusion du jeune Little Joe. L'obsession de l'image parfaite commençait. Mais être une idole avec de beaux cheveux, ça lui suffisait pas. Il voyait bien que c'était les scénaristes et les réalisateurs qui avaient le vrai pouvoir. Donc il refuse d'être juste un acteur docile. Exactement. Il exige d'écrire et de réaliser des épisodes de Bonanza. Et ce besoin de contrôle prend une tournure vraiment poignante en 72. L'année où la réalité vient fracasser son monde à nouveau. Ouais, son partenaire, Dan Blocker, qui jouait Oz, meurt subitement d'une embolie pulmonaire, à seulement 43 ans. C'était son meilleur ami, non? Une vraie figure fraternelle. Landon est foudroyé. Première grande tragédie d'adulte. Et sa réaction? Il prend le contrôle. Toujours le contrôle. Il écrit et réalise un épisode spécifique intitulé « Forever », où son personnage perd brutalement sa femme. Il instrumentalise sa propre douleur à l'écran. Il utilise la télé pour gérer un deuil qu'il n'arrive pas à gérer dans la vraie vie. Et c'est cette mécanique qui l'amène à son chef-d'œuvre. Quand Bonanza s'arrête, il a prouvé qu'il savait tout faire. En 1974, il négocie un pouvoir absolu avec NBC pour créer la petite maison dans la prairie. Et là, Charlie Ingalls devient littéralement sa thérapie.
Il est acteur principal, producteur, scénariste, réalisateur, l'alpha et l'oméga de Walnut Grove. Il recrute la petite Melissa Gilbert qui vient de perdre son père. Et il devient son père de substitution, devant et derrière la caméra. À l'écran, c'est la douceur incarnée. Mais en coulisses, l'architecte de ce monde parfait, c'est un despote. Nos sources parlent d'un contrôle fric impitoyable. Une loyauté d'ordre sectaire était exigée, ouais. Et c'est là que la fracture entre l'homme public et privé est folle. Prends Karen Grassley, qui jouait sa femme, Caroline Ingalls. Oh là là, cette histoire m'a laissé pantoise. Après le succès de la saison 1, elle demande une augmentation légitime, vu qu'elle est sous-payée. Et sa réaction à lui. C'est pas un refus poli, hein. Il la prend en grippe de façon super brutale. Il refuse, il dénigre son physique sur le plateau. Et le pire, avant de tourner les scènes intimes, dans le fameux lit des Ingalls, il passait son temps à faire des blagues sexistes sur elle devant toute l'équipe. Une cruauté incroyable. Et ça va vite être rattrapé par le chaos de sa vie intime. Il est marié depuis presque 20 ans à Lynn Noé, à l'époque, la famille parfaite dans les magazines. L'image d'Épinal. Sauf qu'en plein tournage, il entame une liaison passionnée avec Cindy Clerico, une maquilleuse qui a 20 ans de moins que lui. Le scandale éclate. Le père idéal abandonne sa femme. Un divorce à 26 millions de dollars. Et sur le plan humain, ça détruit Melissa Gilbert, qui voit son père de substitution trahir sa propre famille. Elle va couper les ponts pendant des années. Franchement, je bloque sur cette période. Comment on peut réunir des millions de familles pour donner des leçons de morale et le lendemain, humilier sa collègue et détruire son foyer pour une fille de l'âge de ses enfants? C'est de l'hypocrisie pure, non? C'est tentant de le voir juste comme du cynisme, mais avec le prisme du traumatisme de l'enfance, c'est beaucoup plus tragique. Comment ça? Le gamin que sa mère humiliait à la fenêtre n'a jamais disparu. Il est devenu l'adulte puissant qui humiliait les autres en premier pour s'assurer de plus jamais être la victime. Le pouvoir, c'était son bouclier. Ah, la meilleure défense, c'est l'attaque. Et sur son divorce, il a eu cette phrase dans la presse. « Tu quittes pas 19 ans de mariage pour quelqu'un de plus jeune s'il n'y a pas de problème majeur. » Il avouait à demi-mot que son paradis domestique était une prison depuis longtemps. Et ce besoin de contrôle était tel qu'à la fin de la série, quand il doit rendre les clés de Walnut Grove, il fait littéralement sauter les décors à la dynamite. Si lui n'y vit plus, personne d'autre n'y aura droit. C'est d'un égocentrisme fou. Mais cette illusion de toute puissance va se fracasser contre les vraies tragédies de la vie. Oui, l'engrenage sombre démarre en 73. Sa belle-fille, Cheryl, a un accident de voiture effroyable, à plus de 130 km/h. Seule survivante, mais dans un coma profond. Et là, l'homme qui priait pour sa mère s'adresse de nouveau à Dieu. Il fait un pacte solennel. Si elle s'en sort, il créera une œuvre pour faire le bien. Cheryl survit miraculeusement. Et il tient parole. Il crée Les Routes du Paradis, où il joue littéralement un ange. Il embarque son ami Victor French avec lui. Mais en 89, Victor French meurt foudroyé par un cancer du poumon. 54 ans. London est dévasté. Et 2 ans plus tard, au printemps 91, London est au ski dans l'Utah. Douleurs atroces au ventre. Et le couperet tombe. Adénocarcinome pancréatique. Un cancer du pancréas, inopérable avec métastase au foie. Le taux de survie est quasi nul. C'est une condamnation à mort. Et c'est là qu'une rumeur folle commence. Des gens pointent du doigt le labo nucléaire de Santa Susana, près du lieu de tournage de La Petite Maison. Il y avait eu une catastrophe radioactive en 59. Les fameuses radiations résiduelles. Pour moi, c'est presque sociologique. On a un besoin viscéral de trouver un méchant extérieur. On préfère s'inventer un scénario de science-fiction avec des radiations pour expliquer la mort d'une icône, plutôt que d'accepter la réalité de la biologie. Surtout que les experts médicaux, comme le Dr Hunter, ont formellement écarté cette idée. Et London lui-même cherchait pas de bouc émissaire. Il savait qu'il fumait jusqu'à 4 paquets de cigarettes par jour, avec une grosse consommation d'alcool. Ouais. Face à l'inefficacité de la chimio, il tente la thérapie Gerson. Faut qu'on explique ça. C'est quoi ce protocole détox? Un régime drastique de jus de fruits pressés à froid, mais surtout des pratiques hyper invasives, comme des lavements quotidiens au café pour purger le foie. Le père de famille le plus respecté de la télé ont réduit à s'administrer des lavements au café. C'est d'une tristesse absolue. Le niveau de désespoir face à la mort... Mais il garde une dignité et un humour féroce publiquement. Son passage au Tonight Show de Johnny Carson quelques semaines avant sa mort. Ah oui, le coup des tabloïds. Il arrive super amaigri et il se moque d'un article disant que lui et sa femme essayaient d'avoir un enfant. Il lâche. Sauf que le journal disait que c'était moi qui étais enceinte. Le public était mort de rire. Il regardait la mort dans les yeux en faisant des blagues. Mais au fond, c'est pas encore et toujours son besoin de contrôle.
Il refuse que la presse écrive la scène finale. Absolument. Il convoque lui-même la presse pour annoncer sa fin. Et dans ses derniers jours, avant de s'éteindre le 1er juillet 91, à 54 ans, comme Victor French d'ailleurs, il fait défiler ses 9 enfants un par un. Ses derniers mots, c'était « Il est temps, je vous aime tous », très Charles Ingalls. Et le contrôle s'étend après la mort. Il enregistre une cassette vidéo pour détailler son testament, en menaçant de déshériter quiconque le contesterait devant la justice. Le réalisateur, depuis l'au-delà, dirige encore ses acteurs. Mais la question c'est, est-ce que ça a protégé sa grande famille recomposée des ombres du passé? Les traumas disparaissent pas sur commande. Si on regarde ses enfants, c'est fascinant. D'un côté, une résilience lumineuse, avec Jennifer Landon. Excellente actrice, ouais. Peter dans Yellowstone, elle parle de son père avec tant de tendresse. L'anecdote de la neige colorée avec du Nesquik à la fraise, c'est magnifique. Et avec son frère Sean, il milite avec le Pancreatic Cancer Action Network. Et de l'autre côté, t'as Christopher Landon, devenu un grand réalisateur à Hollywood. Sauf qu'il fait pas des drames familiaux, il fait des films d'horreur, Happy Death Day, Freaky. L'ironie est mordante, hein. Le fils de l'homme qui a passé sa vie à bannir l'angoisse de la télé américaine gagne sa vie en terrorisant les gens. Mais c'est peut-être la façon la plus honnête d'exorciser les démons familiaux, non? Affronter les monstres au lieu de les cacher derrière des sourires parfaits. Et tristement, pour le fils aîné, Mark, adopté en 56, les ténèbres n'étaient pas que sur un écran. Il a grandi dans l'ombre écrasante de son père. Il a même joué dans son dernier téléfilm, Yeuz. Et en 2009, 18 ans après la mort de Michael, Mark est retrouvé mort chez lui, seul, à 60 ans. Aucune cause officielle, aucune trace de crime, juste une fin anonyme et solitaire. Un contraste terrible avec l'image de la famille Ingalls. L'héritage de Gene Horowitz, finalement, c'est l'enchevêtrement des deux, la lumière absolue de Walnut Grove et la noirceur de ses traumas. Personne n'est tout blanc ou tout noir. C'est la grande conclusion pour ceux qui nous écoutent. C'était un petit garçon brisé, forcé de sauver sa mère. Il a utilisé cette terreur comme carburant pour offrir un refuge à des millions de gens, tout en luttant, parfois de manière très cruelle, contre ses propres failles. Il a utilisé la fiction pour essayer de guérir les blessures de la réalité. Ce qui me laisse avec une réflexion finale. Quand un humain crée une version idéalisée et infaillible de lui-même pour le monde entier, un avatar parfait, comme Charles Ingalls, est-ce que ça guérit vraiment l'enfant intérieur ou est-ce que ça devient une prison dorée qui rend la solitude encore plus insoutenable derrière les projecteurs? C'est la grande question. Au bout du compte, cet avatar de perfection, il sauve l'homme ou il l'isole définitivement de sa propre humanité? On vous laisse y réfléchir.